Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec une nouvelle très importante, c'est concernant une réunion qui a été tenue par le président de la République pour examiner la poursuite de la restauration et le développement des mausolées de la famille du prophète Mohammed. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a examiné la restauration et le renouvellement des mausolées de la famille du prophète de Sayyida Nafisa et d'El Hussein et de Sayyida Zainab. La mise en exécution d'un certain nombre d'établissements dans la nouvelle capitale administrative a été également examinée, surtout la maison du noble rang, les salles des occasions à la mosquée Misl et les plans de construction de la ville mondiale de chevaux Marabet. Le président El-Sisi a examiné les projets du secteur des routes et de nouveaux axes au Nouveau-Caire, notamment le développement de l'axe du 26 juillet au gouvernorat de Giza et les axes principaux à l'est du Caire. Et pour discuter de ce sujet et de tous les sujets de notre émission, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Mohamed Oudb, vous êtes égyptologue. Bonsoir. Alors voilà, le président a examiné la poursuite des travaux de la restauration des mosquées, oui, de quelques mosquées de l'Égypte islamique. Alors, de quoi il s'agit ? L'Égypte, vraiment, quand on passe, quand on regarde comme ça, quand on balade au centre-ville du Caire et tout ça, première remarque, tout de suite, toujours les touristes le trouvent, c'est le nombre de minarets. On a un énorme nombre de minarets qui toujours décorent le ciel de l'Égypte, du Caire spécialement. Et le nom du Caire, depuis l'Antiquité, c'est la ville de minarets. Minarets qui décorent le ciel du Caire. Donc, on peut dire que cette restauration-là, elle était commencée à partir ou juste après le tremblement de terre qui a attaqué l'Égypte à l'année 92. Et après, ils ont commencé de restaurer le maximum vite fait, parce que bien sûr, le tremblement de terre a laissé tous ces monuments-là en mauvais état. Donc, avec toujours notre besoin d'améliorer toujours les programmes de visite devant les touristes et trouver toujours des moyens et des solutions pour augmenter les journées touristiques ici sur le Caire. De cela, ils ont commencé la restauration de tous les monuments historiques, spécialement les monuments historiques islamiques. Voilà. Okay. En même temps, le Premier ministre Mostafa Madbouli, quand même, a examiné ou bien a poursuivi les travaux de tout ce qui est monument islamique dans le quartier du Vieux-Caire. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a bien dans ce sûr, quartier? Le Premier ministre, c'est toujours, il aime beaucoup tout ce qui est architectural, et c'est toujours son métier depuis les débuts. Donc, lui, quand il fait ça, il donne toujours l'intérêt. Il donne un tout petit cloche comme ça pour les gens. Attention, moi, comme Premier ministre, je ne dis pas restaurer, je vous laisse. Non, je suivis tous les travaux, je suis toujours avec vous, entre vous, et encourager les gens d'améliorer toujours et vite fait cette restauration-là sans problème. Et bien sûr, l'État égyptien même, c'est pas toujours observer seulement ou regarder ou remarquer comment ça se passe, non, mais quand même de verser encore pas mal d'une somme d'argent pour cette restauration-là qui, bien sûr, consomme pas mal une somme énorme d'argent toujours pour l'État égyptien. On va voir un jour le Caire comme il était à l'époque, avec les belles mosquées, les belles maisons, les moucharabillés, tout ça. Exactement. Bien sûr, quand vous baladez maintenant à pied, par exemple, dans les anciennes rues de Mouaïz, par exemple, dans le quartier de l'Azhar et tout ça, on voit toujours travaux remarquables, d'accord, qu'ils ont restaurés, ils ont évité toujours de passer les voitures, les grandes camionnettes, toujours ça. Et maintenant, c'est une balade, on peut dire, même l'Égyptien. Il aime beaucoup faire cette balade-là entre culturelle et toujours le système d'éclairage sur les monuments, les mosquées, tout ça, les anciens mosquées. Bien sûr, maintenant, on peut dire que cette balade-là, c'est bien sûr une balade de merveille, ou on peut dire qui nous remet encore une fois à pied entre les monuments anciens, tout ça.
Très bien. Bon, un autre sujet, c'est concernant le Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a affirmé que toutes les instances de l'État concernées continueraient à fournir diverses installations qui attireraient les investisseurs pour attirer davantage d'investissements, que ce soit pour établir de nouvelles usines ou entreprises ou pour mettre en œuvre des plans d'élargissement pour des projets déjà existants. Lors de cette tournée effectuée aujourd'hui dans un certain nombre d'usines et entreprises établies dans la zone d'investissement du groupe de développement industriel dans la cité de 6 octobre, Madbouli a fait référence aux directives continues du président de la République concernant le soutien et le développement du secteur industriel, l'un des secteurs les plus importants pour la croissance économique. Quelle est l'importance de mettre l'accent sur des projets pareils concernant l'investissement, l'industrie, le secteur industriel en général? Vraiment, quand vous commencez par exemple de dire, ou bien sûr calculer le niveau d'un pays par exemple, première chose à dire, elle est où au niveau industriel? Qu'est-ce qu'elle fait comme industrie? On peut dire les lourdes industries, par exemple, tout ce qui est métaux, tout ce qui est alliage métallique, tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est technique et tout ça. Donc l'industrie, c'est l'adresse numéro 1 pour dire que ce pays-là, elle est vraiment développé ou elle a un niveau entre bien sûr, les pays bien développés ou bien industriels, on peut dire. Donc de changer toujours les formes ou bien sûr le genre d'industrie en Égypte ici. Si vous regardez par exemple la carte de l'Égypte, on est situé entre l'Asie et l'Afrique et tout ça. Donc pourquoi pas on fait une zone ou des zones industrielles devant le monde entier. Au lieu de fabriquer les choses en Chine et la distance, tout ça, pour déplacer les choses vers l'Europe et tout ça, voilà, vous avez des centres, on peut dire, pays intermédiaires, on peut, dans ces zones-là industrielles. Donc ça, c'est l'intérêt numéro 1 maintenant pour l'État égyptien, c'est de donner les chances toujours, ou bien sûr, tout ce qui est facilité devant les gens. Si vous êtes intéressé de faire n'importe quelle industrie, ici en Égypte, on a des zones n'importe où, on peut faire des industries. Bien sûr, maintenant, le monde entier se spot sur le côte de Canal du Suez. Oui. D'accord, ça, c'est vraiment, ça va être quelque chose remarquable et dans quelques années, ça va être un point stratégique pour industriel toujours devant l'Europe et tout ça, au lieu de chercher les produits, tout ça, de l'Asie. Non. Ici en Égypte, on peut le fabriquer facilement. Il y a des zones maintenant chinoises. Vous parlez de la zone industrielle du canal de Suez. Du canal de Suez, exactement. Où on est en train de mettre en place quelques projets d'autres pays quand même, c'est-à-dire étrangers. Exactement, la Chine, elle a déjà fait, la Russie maintenant, ils ont préparé encore des usines, tout ça. Et n'oubliez pas toujours que le côte de la mer Rouge, toujours, il y a des ports industriels 100%. Par exemple, l'Ain al-Soukhna, par exemple, juste devant cette port-là, on a une zone encore, une deuxième zone industrielle chinoise, qui est toujours le produit 100% presque, c'est envoyé toujours vers TEDA, oui. Voilà, merci. Donc c'est envoyé directement vers l'Europe, automatiquement, sans problème. Très bien. Bon. On va passer à un autre sujet, c'est concernant les relations égypto-chypriotes qui jouissent d'un développement et d'un rapprochement continu sur les différents niveaux. L'Égypte avait exprimé sa volonté de continuer à activer les cadres de coopération, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme de coopération tripartite avec Chypre et la Grèce, ainsi que la consultation intensive sur diverses questions et développements régionaux, notamment en ce qui concerne les moyens de relever les défis dans la région de la Méditerranée orientale. Regardons ce reportage. Les relations égypto-chypriotes représentent un modèle de coopération constructive entre les pays méditerranéens, notamment à la lumière de la position distinguée dont jouit l'Égypte dans la région sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a insisté sur son souci de renforcer les mécanismes de coopération conjointe avec Chypre, pays ami en particulier au niveau politique, militaire, commercial et énergétique, ainsi que faire avancer la coopération existante dans le cadre du mécanisme tripartite avec la Grèce, de manière à atteindre leurs intérêts et objectifs communs dans la région de la Méditerranée orientale et de relever les différents défis dans la région.
L'Égypte soutient la question chypriote, conformément aux références et aux résolutions pertinentes des Nations Unies, d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité de la région. Le rôle central de l'Égypte en tant que pilier de la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale et les efforts égyptiens dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. L'Égypte a affirmé son plein soutien à Chypre au Forum du gaz de la Méditerranée orientale au cours de l'année prochaine à partir de janvier 2020. Voilà, les relations égypto-chypriotes deviennent de plus en plus magnifiques, avec des accords concernant la Méditerranée, la partition des zones, comment on dit, la partition des surfaces dans la mer, tout ça, Exactement. Surtout à cause de la présence du gaz naturel. Et voilà. Quelle est l'importance de ces relations ? Honnêtement, pour nous ici en Égypte, on trouve que tout ce qui est cette zone-là, ou bien sûr la porte vers l'Europe, on peut dire c'est le côté de Chypre et Grèce. Avec notre relation qu'on a fait entre l'Égypte, bien sûr la coopération entre les trois pays, par exemple dans le gaz naturel et tout ce qui est touristique et tout ça, et économique et tout ça, ça nous donne toujours la clé pour la porte vers l'Europe. Par exemple, il y a même pas un mois, ils ont signé toujours que tous les produits, que toujours toute l'électricité qui vient de cet centre solaire au sud de l'Égypte, ça va être vendu en Europe directement à travers Grèce. Ça, c'est encore très intéressant. Ils ont signé toujours quelques papiers comme ça, on peut dire en sous-titres comme ça, coopération entre un genre de tourisme très connu, c'est le plus riche, le plus cher du monde entier, c'est toujours tout ce qui est les bateaux qui, voilà. Ça, c'est une richesse encore dans le tourisme et tout ça, de l'Égypte. Et ils ont cherché toujours de faire des coopérations, on peut dire, dans le programme. Au lieu de faire, par exemple, l'Égypte seulement, non, on peut faire, par exemple, l'Égypte, Grèce, Chypre dans une semaine. Ça, c'est encore, et avec toujours, on peut dire, le moyen de transport entre les trois pays, ça va être encore facilité. La distance, c'est encore courte, c'est pas des grandes distances, c'est pas des grands vols, par exemple, qui durent 3-4 heures, non, c'est même pas 30 minutes. Ou bien en Méditerranée. Voilà, en Méditerranée, tout ça. Donc, ça va être encore coopération touristique entre les trois pays, et ça, c'est encore, va augmenter toujours le revenu qui vient en Égypte facilement. Bien sûr, sans oublier la liquéfaction du gaz naturel. Exactement. En Égypte, et qui va être transporté. Ça, c'est quelque chose. Ou bien. Voilà. Ça, c'est pas seulement pour les trois pays, mais ça va être maintenant, c'est ouvert devant le monde entier maintenant. Si vous voulez vendre, si vous avez du gaz naturel, vous voulez le vendre pour l'Europe, voilà, liquidez votre gaz ici en Égypte, et l'Égypte, ça va être le vendeur. Et le seul acheteur, je pense, parce que impossible de vendre toujours le gaz naturel sans être liquidé. Et l'usine, c'est ici en Égypte. Voilà. C'est mis en place. Bon, on va aller très loin parce que le chef de la diplomatie égyptienne, Chokri, qui est en visite à Nicosie pour examiner les projets de coopération bilatérale. Chokri est porteur d'un message du président de la République Abdel Fattah el-Sisi à son homologue chypriote, notamment sur les relations étroites qui tient les deux pays amis et sur l'engagement de plus hautes autorités égyptiennes et chypriotes à renforcer encore davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Le président chypriote Nikos Anastasiades a reçu le ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri en visite à Nicosie. Le chef de la diplomatie est porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue chypriote, portant notamment sur les relations étroites qui lient le pays ami et sur l'engagement des plus hautes autorités égyptiennes et chypriotes pour davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Le chef de la diplomatie égyptienne a salué la hausse du niveau des relations pour ainsi lancer les travaux de la haute commission mixte égypto-chypriote lors de la visite du président chypriote au Caire en septembre 2021, ainsi que les visites échangées à tous les niveaux, ce qui reflète l'intérêt commun à promouvoir cette coopération bilatérale sur les plans politiques et économiques. Sur les projets de coopération, les mains
domaines, notamment ceux de l'énergie, de l'agriculture, l'importance de poursuivre le projet électrique. Chokri a de même mis l'accent sur l'importance du rôle du gaz de la Méditerranée orientale dans le renforcement de la coopération régionale dans ce domaine. Son homologue chypriote Nikos Christodouloudis et les délégations l'accompagnant ont discuté au cours d'une séance de concertation des moyens de renforcer les relations bilatérales. Les concertations ont porté sur les projets de coopération proposés actuellement et examinés lors de la première réunion du Haut Comité de coopération égypto-chypriote en mois de septembre 2021, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'agriculture, en plus des sujets consulaires de l'accroissement d'échanges commerciaux, de passion d'intérêt. Et M. Chokri a présenté la Palestine, la Libye, la Syrie et préserver la stabilité au Moyen-Orient. Passons à notre dernier reportage et ça concerne notre sujet principal pour ce soir. Le programme de développement local en Haute-Égypte est l'un des programmes du gouvernement égyptien d'un coût total de 957 millions de dollars auquel la Banque mondiale contribue avec près de 500 millions de dollars pour soutenir la fourniture des services d'infrastructures complets. Saliha Meliara Choucha nous donne les détails. L'Organisation des Nations Unies a choisi le programme de développement local en Haute-Égypte sur sa plateforme électronique comme l'un des meilleurs programmes mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable et lutter contre la pauvreté dans le monde compte tenu des indicateurs de performance du gouvernorat de Qena, selon laquelle ce dernier a dépassé 11 autres gouvernorats au niveau de la République dans la réalisation des objectifs de développement durable et de la vision d'Égypte 2030. Le président Abdel Fattah el-Sisi suivait constamment et périodiquement le programme de développement intégré de la Haute-Égypte, étant un des méga-projets mis en œuvre par le gouvernement conjointement avec la Banque mondiale, a souligné le ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui dans un rapport. Le ministre a mis en exergue les directives présidentielles sur l'importance de fournir toutes les formes de soutien à ce programme afin de servir de modèle pour le développement intégré reposant sur la décentralisation qui peut être généralisée dans tous les gouvernorats de la Haute-Égypte. Le gouvernement égyptien avait réalisé un succès mondial après l'annonce de l'intégration du dit programme à la plateforme de l'ONU des meilleures pratiques pour atteindre les objectifs du développement durable. Cette mesure constitue un hommage aux efforts du gouvernement pour occasionner un changement global en vue de faire tourner la roue du développement et de l'économie en Haute-Égypte. Le programme repose sur deux composants essentiels: améliorer l'environnement d'affaires et la compétitivité, ainsi que l'accès à des infrastructures et des services de haute qualité. L'État égyptien a mis en œuvre des projets en Haute-Égypte au cours des 7 dernières années avec des coûts d'environ 375 milliards de livres égyptiennes pour y améliorer le niveau de tous les services de base offerts aux citoyens, en particulier l'eau potable, le drainage des eaux usées et la création d'emplois. Le programme de développement local en Haute-Égypte est un programme de développement qui vise principalement à relancer le développement dans les gouvernorats de Qena et de Sohag et qui peut être généralisé dans le reste de la Haute-Égypte. Le programme a été étendu sur instruction de la direction politique au gouvernorat de Ménia et d'Assiout en coordination entre la Banque mondiale et le gouvernement égyptien. Le programme de développement local en Haute-Égypte focalise sur 3 axes. Le premier concerne le soutien à la compétitivité des secteurs économiques, le développement et la modernisation de l'administration dans les industriels et l'amélioration de l'environnement des affaires. Le deuxième axe concerne la promotion du niveau des infrastructures, le développement de l'administration locale et l'amélioration des services. Le troisième axe se concentre sur le renforcement des capacités et le développement institutionnel. Du janvier 2018 et jusqu'à la fin de l'exercice financier 2020-2021, le programme a contribué à la mise en œuvre de 3 589 projets dans les gouvernorats de Qena et Sohag pour un coût de près de 10 milliards de livres égyptiennes. Selon un rapport publié par l'autorité de développement de la Haute-Égypte, 14 projets ont été mis en œuvre dans 6 gouvernorats de Haute-Égypte pendant la période mars 2019-septembre 2021.
Programme de développement très ambitieux en Haute-Égypte avec beaucoup de travaux, beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qui se passe en Haute-Égypte? Avant de parler comment ça se passe, comment maintenant, il faut parler sur le Haute-Égypte avant tout ça. Le Haute-Égypte, avant tout ça, elle était complètement oubliée. La plupart des villes, c'est bien sûr, c'est pas des endroits où n'importe qui aime vivre même. La plupart des populations, par exemple, ou les habitants de ces villes-là, ils ont quitté leur ville pour chercher même au Caire, par exemple. Ça, c'est une cause toujours qui a augmenté la population au Caire, que les habitants du Sud, ils ont quitté leur pays parce qu'aux travaux, il n'y a rien à faire. Leur ville, voilà. L'infrastructure de ces villes-là. Donc, ils ont augmenté toujours le pourcentage toujours des projets. D'abord, les banques nationales, par exemple, ils ont versé pas mal d'argent pour améliorer la façon de vivre de ces gens-là. Donc, ils ont commencé d'abord, numéro un, les routes. D'accord? On trouve maintenant des grands projets pour les routes, pour toutes ces villes-là, ils ont attaché maintenant avec la mer Rouge. Et même il y a des projets, par exemple, de faire des ports devant chaque ville ou bien sûr aux frontières de chaque ville sur la mer Rouge. Et ça, ça va aider toujours ces routes-là de faciliter le transport entre le Nil et la mer Rouge dans chaque ville. Après les routes, toujours les constructions. Toujours, quand on parle sur les constructions, par exemple, on a déjà entendu toujours sur Nouveau Thèbes, Nouveau Assiout, voilà, ils ont augmenté le nombre des constructions, des bâtiments, tout ça, pour les jeunes. Allez, les jeunes, c'est pas la peine de quitter votre pays, votre ville, voilà, on vous fait une autre distance, ou une autre, on peut dire, alentour comme ça, ou allongement de votre ville. Voilà, c'est facile de vivre et avec toujours le prix pour les jeunes, c'est pas exagère, voilà, passible. Et on paye en crédit, par exemple, on paye jusqu'à 40 ans, 30 ans avec les banques, toujours égyptiennes et tout ça. Donc ça, il a encouragé toujours les jeunes de chercher toujours, on peut dire, chance de rester sur leur ville. Troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler quoi? Donc maintenant, on trouve, et on peut dire, révolution industrielle sur le Haute-Égypte. On trouve maintenant, avant par exemple, c'était des petites usines qui font rien presque, des petits travaux. Mais maintenant on trouve le fer-acier, on trouve les alliages des métaux, on trouve par exemple le ciment, on trouve beaucoup des industries toujours qui cherchent de trouver la chance ou donner des chances pour... Et j'ai toujours on peut dire les gens qui cherchent au Haute-Égypte, ils ont fait toujours un site internet, d'accord, pour ces gens-là, pour donner eux une petite déclaration sur où et on peut faire quoi. Par exemple, ça c'est fait déjà pour Sohag et Kena, deux grandes villes au sud de l'Égypte, et j'espère que ça va être encore amélioré encore une fois. Avant, par exemple, sur les routes encore, j'ai oublié de dire qu'ils ont maintenant commencé de, par exemple, doubler la plupart des routes. D'accord? Par exemple, nous, par exemple, les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme, par exemple, il y avait toujours beaucoup de problèmes sur la route entre Assouan et Abou Simbel. Maintenant, il y a des grands travaux pour doubler et élargir toujours cette route-là. C'est pas industriel, zone industrielle, mais quand même, la route entre Assouan et Abou Simbel, c'est, on peut dire, 80% de la route de commerce entre nous, Assouan et le Soudan. Oui. Donc il va rester 20% presque de cette route-là, ça va être amélioré encore une fois, que ça, avec le nombre de camionnettes qui traversent cette route-là entre les frontières égyptiennes et soudanaises, bien sûr, ça c'est encore quelque chose qui va encourager toujours les gens de travailler. Pour tout ce qui est agriculture et tout ça, au sud de l'Égypte, bien sûr, il ne faut pas oublier le projet de Toshka et comment c'est passé maintenant. Et j'ai entendu qu'il y a même pas un mois, ils ont réfléchi encore une fois de allonger un tout petit peu ou augmenter la longueur des canaux qui versent toujours dans le désert pour ce projet-là. Comme ça va être la superficie de
fertile. Il vient un jour du lac Nasser. Exactement. Et ils ont lancé toujours une annonce pour les jeunes. Vous essayez de faire, par exemple, projet agriculture, on vous donne différents. L'unité de mesure des terres fertiles chez nous, ici en Égypte, c'est le FEDAN, 4200 mètres. Donc, ils donnent pour chaque jeune, par exemple, d'accord, pour dire, et voilà, mais ça aide toujours la terre égyptienne qui appartient à l'État égyptien, mais tu peux le cultiver, tu as la maison, tu as toujours un somme d'argent versé toujours de la banque d'agriculture, toujours de la terre versée jusqu'à l'infini de l'État égyptien. Tous les revenus qui viennent de cette place, donc ça, il va encourager encore une fois les jeunes de rester et même c'est de faire des comités verts au sud de l'Égypte facilement. Ça veut dire que ça ne va pas leur coûter quelque chose, c'est-à-dire voilà. La terre, les infrastructures, l'eau potable, maison, pour l'irrigation. Et même un somme d'argent de la Banque d'agriculture pour vous aller commencer de développer et cultiver cette terre-là et le revenu, ça va être à vous. Cultiver, ça veut dire industrie. Alors, est-ce qu'il y aura voilà, ça va. Voilà. Après, toujours terminer de cultiver toujours cet énorme espace de terre jaune maintenant, mais sûr et certain, on va trouver toujours des usines à côté, sûr et certain, qui va sauter comme ça, pour envelopper par exemple les produits, par exemple préparer ces produits-là pour le vente, voilà. On va trouver toujours un système de congélateur, des choses comme ça. Donc on va trouver des usines qui travaillent pour faire travailler tout ce qui est produit qui sort de cette terre-là. C'est-à-dire terre agricole, bonification de terre. Alors les jeunes qui vont avoir des maisons pour s'installer. Et puis ces produits vont être fabriqués ou bien vont être préparés à vente, préparés à la vente et puis vers l'exportation sinon. Exactement, il y a déjà l'aéroport d'Abou Simbel au sud, il y a l'aéroport de Char el-Ouayanet au sud toujours, il y a des énormes superficies de terre verte déjà cultivées toujours de Char el-Ouayanet et bien sûr chaque ville au sud de l'Égypte, dans le Haut-Égypte, elle a toujours une frontière de désert à côté. Allez, cultiver. Allez, cultiver sans problème. Très bien. L'Égypte se dirige maintenant vers l'énergie renouvelable. Exactement. Alors, parmi ces projets, il y a des projets d'énergie renouvelable. Parlez-en. Exactement. Si on parle sur ça, il ne faut pas toujours oublier cette station Bemben au nord d'Assouan. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça nous donne maintenant avec la d'énergie solaire. Exactement. Maintenant, elle nous donne à peu près 1650 mégawatts. Et je trouve que ça, c'est immense, c'est énorme, c'est très bien. Et ça, c'est depuis l'année 2020 à peu près, à la fin de 2019-2020. Et ils ont dit qu'il y a encore d'autres possibilités d'augmenter ou améliorer toujours. Pourquoi on a choisi cette zone pour... Imaginez toujours le soleil toute l'année au sud de l'Égypte, sans problème. Voilà. Et à Assouan, exactement. Donc, jamais soleil couvert. Donc, ça, c'est encore encouragé les Égyptiens de le construire ici en bas. Quelque chose encore, si on parle sur le Nil, par exemple, et comme énergie, tout ça, il ne faut pas oublier toujours l'hydrothermie sur le Nil. Par exemple, il y a une renouvelation toujours qui a été déjà faite il y a quelques années sur l'écluse de Assiout. D'accord, ils ont renouvelé toujours pour augmenter la quantité d'électricité et ajouter une station hydrothermique qui roule et produit toujours de l'électricité d'une source ou d'une façon toujours verte sans aucun problème. Très bien. Tout ça, sûrement, ça va influencer le secteur du tourisme. Alors, c'est votre spécialité? Oui, quand on trouve toujours les routes, ça c'est encore, voilà. Quand vous commencez toujours d'avoir l'eau potable, on trouve toujours la population
qui habitent toujours à côté des zones touristiques et tout ça. Maintenant, par exemple, on dit, par exemple, la ville numéro 1 ici en Égypte, c'est Luxor. Si vous regardez Luxor comme ville, on va trouver que en population, c'est pas suffisant pour travailler dans le domaine. Si les bateaux commencent de rouler, les hôtels, tout ça, plein, voilà. Donc on a besoin toujours quoi? Luxor comme ville, c'est voilà, de main-d'œuvre. Donc elle absorbe la main-d'œuvre des autres villes. D'accord? Donc maintenant, quand on trouve assez de populations qui habitent à côté et tout ça, donc c'est facile pour nous toujours de trouver des main-d'œuvre et les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme et tout ça. Quelque chose encore, quand on trouve des populations, des gens qui habitent et tout ça, tout de suite, on va trouver Internet. Voilà, donc on va trouver toujours des câbles, d'Internet, beaucoup. Toujours, on va chercher à améliorer leur façon de vivre. Maintenant, c'est tâcher tout de suite le domaine du tourisme. C'est vrai. Si je parle du développement du domaine du tourisme ou bien des sites touristiques en Haute-Égypte, sachant que la Haute-Égypte c'est très riche vis-à-vis de tout ce qui est antiquité pharaonique, oui. Surtout. Bien sûr, la dernière chose faite, c'est l'allée de l'allée Sphinx. Parlez-nous de cette allée, de quoi il s'agit? L'allée de Sphinx, c'est une route spéciale, ou une allée spéciale, qui est reliée entre le temple de Luxor et le temple de Karnak, à peu près 3 km. Elle était utilisée toujours à l'époque des pharaons et tout ça, pour déplacer les statues des dieux qui habitent, ou bien sûr leur temple, dans les zones de Karnak, vers le temple de Luxor. C'est une fête très connue, c'est la fête de la région de Luxor, fête principale à Luxor. Donc, bien sûr, la plupart de la route, de cette route-là, cette allée-là, était complètement sous la ville de Luxor. Elle était complètement cachée, ensablée. Et même ensablée seulement, mais il y avait, la ville de Luxor a été construite sur cette route-là. Donc, c'était toujours un grand projet par l'UNESCO. Et l'Égypte, elle a beaucoup d'intérêt de terminer ça. Bien sûr, on a vu comment c'était terminé, phénoménal bien sûr. La cérémonie toujours d'ouverture de cette allée-là, elle était quelque chose de mondial. Le monde tout entier attendait toujours de regarder. Même j'ai beaucoup d'amis, ils m'ont dit quand, jusqu'à s'assurer toujours c'est telle date. Et bien sûr, ils sont restés devant toujours leur écran pour regarder cette cérémonie-là. C'était vraiment quelque chose de mondial, on peut dire, et quelque chose qui va ajouter encore, on peut dire, le temps de visite. Maintenant, ils sont capables maintenant de visiter avec leur ticket, d'accord, de Luxor, de balader presque un heure on peut dire 1 kilomètre ou quelque chose comme ça. Et après, il y a encore les visiteurs du temple de Karnak, et il y a encore ticket, encore si vous n'êtes pas intéressé, juste l'allée de Sphinx, allez, vous êtes capable toujours de visiter l'allée de Sphinx avec toujours des systèmes de sortie de n'importe où de cette route-là. Même, je cherche encore, Inch'Allah, la prochaine fois quand j'accueille des touristes, tout ça, de faire le trajet tout entier entre les deux temples à pied. Ça va être une aventure encore. C'est 3 km. C'est 3 km. 3 km à pied, c'est pas grand-chose. La région de la Haute-Égypte, et quand on parle du tourisme, c'est très connu par les bateaux de croisière qui accostent tout le long, à partir du Caire jusqu'à Assouan. Alors, si on parle du développement de ces quais, pour l'accostement des bateaux de croisière. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a un développement dans ce sens? Maintenant, à Luxor spécialement, ils ont cherché de vider Luxor tout entier. Ça veut dire quoi? Au lieu de... Bien sûr, avant, il y avait centaines de bateaux qui costaient côte à côte, une dizaine comme ça, et pour aller, par exemple, vers la 10e bateau, tu traverses les 9 autres. C'était phénoménal. C'était quelque chose de catastrophique. Je trouve vraiment catastrophique. Oui, sur l'eau. C'est un peu dur. C'est un peu dur de travailler. En cas de n'importe quoi, si par exemple, écarté 8 bateaux, et après, voilà. Donc maintenant, ils ont cherché de vider Luxor.
tous les quais des bateaux de croisière, ça va être dehors de Luxor. Là, il y a quelques bateaux, bien sûr, mais là, dans le futur, ça va être Luxor sans bateau tout. Ça va être dehors de zone de la ville de Luxor. Comme ça, on peut préparer, on peut dire, capable d'accueillir ces nombres énormes. Les bateaux maintenant de croisière entre Luxor et Assouan, ça dépasse 300 et quelques bateaux. Si on dit par exemple c'est moitié-moitié, ça veut dire 150 et quelques à Luxor, 150 et quelques à Assouan, ils font toujours le vice-versa. Donc vraiment, on a besoin de 150 places. Bien sûr, quand on accueillir maintenant, c'est ajouter ce jour quand on pour les douches et tout ça, et le système toujours pour les déchets et tout ça, ça c'est encore plus intéressant et bien sûr ça fait maintenant on trouve les quais, moderne. Voilà, plus moderne et on trouve maintenant sur les quais, c'est des jardins avec des arbres, des arbustes, des verres, voilà, c'est quelque chose de différent. C'est pas toujours les quais de Luxor, les gens, voilà. Ça veut dire que vraiment il y a un processus de développement très important en Haute-Égypte, surtout à Luxor, et dans toutes les villes comme Kenna et Assiout et tout ça. Monsieur Mohamed Oud, vous êtes égyptologue, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. À tout à l'heure.